À droite, j'essaye d'étudier la manière dont les mutuelles de santé sont organisées, notamment au Sénégal, mais dans d'autres pays de la sous-région. Et puis, j'ai travaillé également avec le petit schéma du milieu sur la manière dont les mutuelles ont été des instruments de politique publique dans les années 70 à 2000, je dirais, avec euh, la Banque mondiale et le FMI qui poussaient pour un certain nombre de programmes d'ajustement structurel, mais je n'avais pas encore étudié ce qui se passait avant, pendant la période coloniale, jusqu'à l'indépendance du Sénégal. Et il me semblait important pour moi de bien comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, j'étudie dans ma perspective de santé publique, notamment avec des concepts qui viennent de l'étude des politiques publiques, l'enjeu d'instruments de politique. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est de comprendre la permanence et l'autonomie de ces instruments sur le financement de la santé et la manière dont certains instruments de politique publique et de politique du financement de la santé en particulier pouvaient être présents à la période coloniale et se retrouvent toujours présents dans certains États ouest africains. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur mon travail actuel et je voulais donc vous partager sur ces trois grandes périodes. À droite, deux livres que j'ai fait avec des collègues, l'un sur la période récente, l'autre au milieu sur la période des ajustements structurels et nous allons sortir à gauche un papier avec deux collègues sur ce qui s'est passé durant la période coloniale autour de ces instruments de politique. Je pense notamment à la manière dont on a très tôt, y compris pendant la période coloniale française en Afrique de l'Ouest, demandé aux patients de payer dans les hôpitaux. Donc la médecine était, contrairement à ce qu'on peut croire, pas gratuite pour un certain nombre de personnes. Donc il y avait déjà des modalités de paiement dans les hôpitaux, il y avait déjà des taxes. Et donc dans ces travaux, j'essaye de regarder sur le temps long les évolutions des situations. Voilà, je voulais prendre 2 minutes, enfin 5 minutes pour retracer un peu mon parcours intellectuel sur ces questions-là et rentrer dans le cœur du sujet maintenant sur les questions de mutuelle de santé. En fait, dans notre domaine du financement de la santé en Afrique de l'Ouest francophone, il y a un certain nombre de travaux précurseurs sur les mutuelles et jusqu'à aujourd'hui, en fait, tous les travaux que je pouvais avoir lus estimaient que les premières mutuelles de santé sont arrivées en Afrique de l'Ouest francophone dans les années 70 et 80, notamment dans le contexte de l'aide publique au développement, des projets appuyés par les ONG et de la coopération au développement. Et donc tous les travaux citent toujours notamment ces mutuelles qui seraient les premières dans les années 70 et ce qui confirme aussi l'absence jusqu'à aujourd'hui de travaux un peu historiques sur ces questions-là. Il y a beaucoup de collègues historiens de la santé au Sénégal et la plupart d'entre eux ont surtout travaillé sur les maladies, les épidémies, mais à ma connaissance, personne n'avait encore essayé de regarder ce qui se passait au niveau de cette histoire des mutuelles de santé dans la sous-région. J'ai donc, comme beaucoup d'entre vous, en tout cas pour moi, cette était une première, appris à travailler dans les archives. Alors ici, vous voyez une photo des archives du Sénégal qui sont, en l'absence d'un bâtiment promis par le président précédent, stockés dans un centre commercial. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années pour essayer d'étudier ces archives. Évidemment, il n'y a pas un dossier mutuel de santé, hein, puisque c'est pas un sujet particulièrement fourni. Et donc, dans l'ensemble des séries, j'ai essayé de retrouver ce qui se passait au niveau de ces mutuelles, mais également dans les thèses et les mémoires de l'université Cheikh Anta Diop qui sont pour grande partie numérisées, et ça, c'est assez formidable. Pour d'autres, avec les collègues bibliothécaires, essayer de trouver des informations, puis évidemment, les revues et les journaux des mutualistes que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais qui sont, on le verra, très centrés sur ce qui se passait
en France ou en métropole, comme on disait à l'époque. Alors, quand on discute des mutuelles en Afrique de l'Ouest francophone, on peut pas faire l'impasse sur la matrice algérienne. Évidemment, comme toute la période coloniale française, l'Algérie et l'Afrique du Nord est centrale sur ce qui s'est passé dans le domaine de la colonisation française, mais évidemment aussi de la santé et des enjeux coloniaux autour de ces questions-là. Je vais effleurer vraiment le sujet puisqu'il y a des collègues, Anthony ici, Karim Fertik et bien d'autres sont au cœur de ces travaux, donc je vais pas du tout y revenir. Leurs travaux sont excellents et très instructifs, mais j'ai essayé de regarder malgré tout dans les archives, certainement les mêmes archives qu'ils ont étudiées, mais je les ai regardées avec mon œil Afrique de l'Ouest francophone et notamment le Sénégal. Et en fait, comme vous le savez, le premier congrès français de la mutualité qui a été organisé à Lyon en 1883, le premier congrès de la mutualité coloniale, lui, a été organisé à Alger en 1905. Même si ce congrès expliquait qu'il était ouvert, je cite, à tous nos représentants de nos colonies et de nos pays du protectorat, en fait, l'analyse des archives, et je fais ici un résumé très rapide de ce que j'ai pu pour l'instant écrire sur ces questions-là, montre vraiment qu'aucune personne, à ma connaissance, dans la lecture des archives, venant de l'Afrique occidentale française, donc de l'AOF, n'a jamais participé à aucune de ces réunions, aucun de ces congrès, aucun de ces travaux, et qui ont été organisés, comme vous le savez, jusqu'en 1931, et toujours en Afrique du Nord, sauf le dernier qui a lieu à Paris. La Fédération de la mutualité coloniale et des pays du protectorat, qui a été créée donc à Alger en 1905, va arrêter de fonctionner en 1930. Et la situation de la OF est parfois décrite dans ces congrès, parfois avec des rapports qui évidemment viennent toujours de l'administration coloniale, qui demande à leurs administrateurs de rédiger des rapports et qui arrivent souvent en retard ou pas tout le temps de manière exhaustive. Et donc c'est assez difficile de regarder ces situations-là. Donc la matrice algérienne, comme je le disais, est intéressante, mais aussi on pourrait, alors c'est moins le lieu de l'évoquer, si j'ai bien compris, en histoire coloniale, mais on a aussi une matrice tunisienne, puisque dans la revue tunisienne de l'organe, qui est l'organe de l'Institut de Carthage, j'ai trouvé en 1901 qu'il y avait également une assistance mutuelle tunisienne, une espèce d'assurance mutuelle, mais qui ne fonctionne pas très très bien. Alors évidemment, vous le connaissez, il existe également la mutuelle de la France et des colonies qui a été approuvée en 1895 et qui est sous contrôle de l'État, mais c'est plutôt je dirais, une assurance vie. Euh, alors, si on reprend les différents congrès de la mutualité coloniale organisés dès le 28 avril 1905 à Alger, qui se terminera donc le 4 mai à Tunis, quand on regarde l'ensemble de la documentation qui a été publiée, on voit également qu'une réunion a été organisée au fameux musée social le 9 février 1905. Et lors de cette réunion, on lit et on cite, Maman, est-ce qu'on peut dans les rappeler bien dans documents 30 que j'ai minutes? pu avoir, Rappelle-le dans 30 minutes, le là, c'est gouverneur général de l'Afrique occidentale aurait été élu et son contenu décrit. Et on nous dit, et je cite, que l'intérêt que prennent nos possessions d'outre-mer au congrès de la mutuelle coloniale est important. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. On cite la présence de 33 sociétés mutualistes locales, dont 22 à Alger, lors de l'organisation de ce congrès, et de 33 mémoires qui auraient été rédigées pour ce premier congrès, dont un certain de ces mémoires proviendraient de ce qu'on appelle à l'époque l'Afrique occidentale. Mais je n'ai jamais trouvé ces mémoires dans aucun document, donc je peux pas en dire beaucoup plus. Euh, alors évidemment, De Pont, vous connaissez son rôle et ce qui est intéressant, c'est qu'il a rédigé
un livre qui fait quasiment 210 pages, enfin pas quasiment, qui fait 210 pages, en 1906. Et dans ce 210 pages, il y a un chapitre de 12 pages qui est consacré spécifiquement à ce qu'il appelle la mutualité en Afrique occidentale. Et 5 pages en plus sont consacrées à la mutualité à Madagascar, où, dit-il, il n'y a encore aucune société de secours mutuel hein, à cette époque. Et dans ce livre, Depont explique que le gouverneur général de l'époque, donc Roume, aurait affirmé dans son rapport préparatoire, les fameux rapports que j'ai pas réussi à trouver, du premier congrès. Donc Roume explique, je cite, que les possessions de l'Ouest africain sont restées, jusqu'à ce jour, étrangères au grand mouvement mutualiste de la métropole. Donc on voit que au début du siècle dernier, ces enjeux ne sont pas encore vraiment abordés, même si, après, évidemment, la mutualité comme tous les autres instruments venant de la métropole, servent à, 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 à la colonisation et le mouvement mutualiste est pas et évidemment lui aussi utilisé dans cette perspective. On voit un certain nombre alors là je cite encore Dupont pardon dans un article qu'il a écrit le 28 octobre 1904 dans l'Avenir de la mutualité, hein, l'un des hebdomadaires majeurs, et il explique, je cite, que la mutualité est vieille comme le monde, son germe existe dans toutes les races, et ensuite, il cite le président du groupe colonial bordelais, Godefroy Raton, qui lui explique lui aussi l'expression de faire en sorte que la mutualité serve à conserver à notre race son influence sur les destinées d'un monde à naître. Voilà, donc je passe sur la participation du monde mutualiste à la colonisation et son instrumentalisation pour essayer maintenant d'aller un peu plus rapidement sur le Sénégal. Alors, dans ce même livre, mais dans d'autres travaux, Depont, vraiment au détour d'une phrase, va nous dire qu'il existe une société de secours mutuel en cours de formation en 1905 à Dakar. Elle serait destinée aux membres de l'enseignement de l'Afrique occidentale et destinée aux instituteurs qui, selon Depont, je cite, seraient les meilleurs apôtres de la mutualité. Et ce texte est repris aussi dans les articles de l'avenir de la mutualité. Le 25 novembre 1905, de nouveau, l'avenir de la mutualité publie un des très rares articles que j'ai réussi à trouver qui concerne la mutualité coloniale et elle concerne notamment l'Afrique occidentale, mais on n'en dit pas beaucoup plus et c'est encore Depont qui écrit dans cet article. Il recite de nouveau Room sur le fait, je cite, que l'État encore rudimentaire au point de vue du progrès social des territoires, donc on voit là aussi qu'ils font les enjeux et les liens avec les progrès, le développement de la mutualité et des systèmes de, de santé. Alors, un tout petit peu plus tard, en 1910, euh, le bulletin des sociétés de secours mutuel reçoit une lettre et on lui demande si la loi du 1er avril 1898, et là les experts ici pourront me corriger, et on demande au bulletin si cette loi est applicable au Sénégal, notamment par le décret du 17 janvier 1902. Alors la demande est assez claire, je cite la demande, hein. Une société uniquement composée d'indigènes non citoyens français répondrait-elle aux exigences de la loi? Alors, la réponse est intéressante et il nous explique très clairement que la loi du 5 avril 1894, qui est donc applicable à l'époque au Sénégal depuis le 8 avril 1898, concerne l'électorat municipal et, je cite, si donc les sujets français auxquels fait allusion notre correspondant sont électeurs dans les 4 communes du Sénégal, les fameuses 4 communes, ils peuvent donc, comme les citoyens français, constituer des sociétés de secours mutuels. Alors cet enjeu sera aussi discuté, comme on l'a trouvé dans le congrès de Constantine, qui a lieu en 1911. Donc on a un enjeu ici de la représentation et de la capacité
des autochtones, des indigènes à participer à ces mutuelles et ceux des quatre communes, a priori, peuvent le faire. Mais encore une fois, la mutualité coloniale en général, ou la mutualité coloniale de manière particulière, s'adresse évidemment spécifiquement aux coloniaux. Et ensuite, quand on épluche le bulletin des sociétés de secours mutuels qui a été publié pendant 76 ans, ces enjeux sur l'Afrique de l'Ouest francophone ne sont jamais, jamais apparus. Alors après, quand on regarde le troisième congrès de la mutualité coloniale, qui a été donc organisé, je viens de le dire, à Constantine en 1911, il est clairement écrit qu'aucune mutuelle scolaire ne semble encore en place au Sénégal et l'auteur de cet article déplore même le fait que les indigents, on y revient et on pourra en reparler si vous voulez, que les indigents sont mis à l'écart de ces mutuelles et l'auteur de cet article regrette que la mutuelle, je cite, ne remplit pas son rôle social si elle laisse hors de son rayon d'action ceux qui ont le plus besoin de son aide, les indigents. Voilà, donc on voit que, un, à l'époque, on nous dit qu'il n'y a pas de mutuelle scolaire, j'y reviendrai, et deux, que les indigents sont mis à l'écart de ces mutuelles scolaires. Vous le savez, il y avait plusieurs types de mutuelles, et notamment dans les sociétés pour adultes. Il y avait trois types de sociétés pour adultes. D'une part, les sociétés françaises de secours mutuel, d'autre part, les sociétés indigènes, et enfin, les sociétés mixtes. Et le compte-rendu du congrès, lui, de 2023, donc bien longtemps après celui de Constantine, propose un tableau où on voit un certain nombre de colonies qui ont réussi à répondre au questionnaire programme sur la présence des mutuelles dans leur territoire. Et quand on regarde l'Afrique subsaharienne, on voit la description très succincte de la situation au Cameroun, au Gabon, en Mauritanie, en Haute-Volta, actuel Burkina, et au Soudan, actuel Mali. Même si, de manière assez curieuse, la Haute-Volta et le Soudan sont dans la même ligne que la Nouvelle-Calédonie. J'ai pas trop compris pourquoi. Et là, le Sénégal est absent de cette liste de manière assez curieuse. Alors pour le Cameroun, a priori, aucune mutuelle n'était présente à cette époque-là, mais les auteurs évoquent une société suisse qui s'appelle la Basler Mission. Donc j'imagine une mission catholique qui avait organisé une caisse d'épargne à l'usage des indigènes. Mais on ne savait pas trop si la question de la prise en charge des soins de santé était inclue. Dans la rubrique du Sénégal, un peu plus tard, on constate quand même que la mutualité est d'origine récente, dit l'auteur. Mais ce qui est intéressant, et c'est la première occurrence, en ma connaissance, que j'ai réussi ici à trouver, on nous signale la présence d'une société de secours mutuel au profit des indigènes, créée par Monsieur Lecoq, qui est le curé de Dakar, en 1921. Cette société de secours mutuel s'appelle la Mutualité familiale du Sénégal. En 1920, elle regroupait 19 familles, 52 hommes isolés, c'est le terme de l'époque, 5 femmes et un enfant. Elle avait même une section à Rufisque, donc dans la banlieue, aujourd'hui la banlieue de Dakar, qui aurait été créée l'année suivante, en 1922, avec 24 enfants, 18 hommes isolés et une femme. En 1923, donc 2 ans après sa création, cette société regroupe 441 membres et son but, je cite, est d'assurer aux sociétaires des indemnités en cas de maladie, des allocations de maternité, de veuvage et d'invalidité. Donc on voit que là, il y a un vrai objectif lié à la prise en charge des soins et des dépenses de santé lors de la maladie. Cette société est autorisée le 11 juillet 1921 et je l'ai retrouvée dans les archives de Dakar dans une liste. Je vais y revenir prochainement autour d'autres mutuelles. L'existence de cette mutuelle est présentée également en 1922 lors du congrès de la santé publique et de la prévoyance sociale qui est organisé à l'occasion de l'exposition coloniale
nationale de Marseille. À cette époque, on explique qu'elle a été créée pour les catholiques, mais qu'elle est ouverte à tous. Je n'ai pas du tout retrouvé ni la liste des sociétaires, ni la liste des personnes pour savoir si effectivement elle était ouverte qu'à des catholiques, si elle était ouverte aussi aux indigènes. Je n'ai pas trouvé la liste de ces, de ces personnes. On apprend également un peu plus tard qu'il y a des embryons de sociétés mutualistes qui seraient présentes dans le cercle du Baol et dans le Ciné Saloum, mais très associées à des sociétés coopératives plutôt agricoles. La question de la santé est assez peu explicitée. Il y a même une thèse qui a été rédigée en 1935 par Monsieur Boyer en France, spécialement sur ce sujet. Alors, dans les archives, j'ai retrouvé un tableau de 1923 qui nous propose une liste des mutuelles et j'ai trouvé ça assez intéressant. Dans la revue de la solidarité coloniale, dans son numéro 1 de 1913, on nous explique qu'il n'existerait qu'une seule société, a priori une mutualité maternelle au Sénégal. Pour rappel, hein, la mutualité maternelle de Paris a été créée en 1891, donc bien avant. Et au 1er janvier 1911, il y aurait deux mutuelles maternelles à Madagascar et deux en Guyane. Et la revue avance, je cite, que les premières sociétés coloniales datent de 1906, mais n'en dit pas beaucoup plus. Et comme la seule mutualité maternelle est évoquée pour le Sénégal, on peut donc émettre l'hypothèse qu'aucune mutuelle adulte n'existe au Sénégal en 1911, donc avant celle du curé de, de Dakar. La Société pour les enseignants que Gamard évoquait en 1905, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'aurait donc pas vu le jour, puisque je ne l'ai jamais retrouvé ensuite dans les archives, et la première société aurait été approuvée le 30 août 1905, comme vous le voyez dans ce tableau, pour indemniser et soutenir les femmes en couche. Donc entre 1915 et 1922, il y aurait 8 sociétés de secours mutuels qui ont été approuvées par l'administration pour la colonie du Sénégal, mais avec un nombre de participants, comme vous le voyez dans la dernière colonne, très, très réduite. Encore une fois, je n'ai pas réussi à trouver la liste de ces participants et j'ai déjà eu, je crois, beaucoup de chance d'avoir trouvé ce, ce, ce tableau. J'ai également retrouvé une liste de 4 sociétés de secours mutuels en Guinée, à Conakry, avec 151 membres participants, et également l'association amicale et professionnelle des agents de chemin de fer de Conakry au Niger, et également la Société de secours mutuel des Hauts-Guinéens et Soudanais, pardon, et la Société de générale de secours mutuel indigène de la Guinée française. Et enfin, je cite avec l'erreur de frappe dans l'archive, la Société sénégalaise, qui serait un regroupement fondé sur l'origine ethnique, nous dit-on. Voilà pour la situation sénégalaise, qui est, comme souvent à cette époque, hein, privilégiée par l'administration coloniale par rapport aux autres territoires. Et j'ai également retrouvé ici, dans le bordereau d'envoi de pièces adressées au lieutenant-gouverneur par le directeur de cabinet Spitz, le 17 septembre 1923, une liste de tous les membres des sociétés de secours des différents territoires de la colonie. Et on voit donc un total de 4293 sociétaires pour l'ensemble des 8 territoires, avec donc une couverture très faible. Et en 1920, 15% alors que je vous rappelle qu'en 1920, 15% de la population de la métropole française est couverte par un système collectif, dont 58% par des sociétés de secours mutuels. Donc on voit bien l'énorme différence autour de ça. Et monsieur Dreyfus, qui est là, explique dans un de ses articles de 2008 que même en 1848, la France comptait déjà 250 000 mutualistes. On est donc bien loin des 4 300 de
de ces 8 territoires. Alors, je vais peut-être, avant de conclure, parce qu'on m'avait donné 25 minutes, donc je vais prendre encore 3 4 minutes, si ça vous paraît possible, Patricia. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez développer davantage. Nous avons Ok. du temps. Euh, alors, j'ai retrouvé des choses intéressantes sur des, euh, des combattants. Je vais essayer de retrouver les petites feuilles. Voilà. Euh, alors, il y a une histoire qui s'est passée, que j'ai réussi à reconstituer autour qui essaye de montrer comment l'administration coloniale de l'époque ne facilitait pas, évidemment, pour des raisons qu'on comprend tous, le regroupement de la société civile autochtone et indigène et les défis que ça pouvait poser de permettre ce type de regroupement. Et en fait, en 1929, il y a une série de correspondances qui montrent que l'administration discute de la demande de création de Monsieur Dacosta, qui est commerçant à Rufisque et qui veut créer une société de secours mutuel pour les anciens combattants tirailleurs sénégalais de l'AOF. Et alors, les fonctionnaires français coloniaux comprennent qu'ils ne peuvent pas juridiquement s'opposer à la création de cette société au regard de la loi de 1898, mais ils enchaînent une bureaucratie assez importante pour que ça prenne le temps et que ça prenne même beaucoup de temps. Et ils échangent de très nombreuses lettres très précises où ils vont commenter dans le détail chacune des lettres, chacun des statuts proposés par D'Acosta et ses collègues. Et le processus bureaucratique est vraiment assez long en fait, puisque D'Acosta fait sa demande le 5 novembre 1927. Ensuite, l'administration lui demande des changements dans ses statuts, notamment le 5 août 1928. Et le gouverneur général du Sénégal, qui vient d'arriver, écrit en 1929, le gouverneur du Sénégal, pardon, écrit en 1900, en août 1929 au gouverneur général pour obtenir son avis sur cette demande. Donc on voit que tout le monde tire la couverture et tout le monde remonte à la hiérarchie pour savoir s'ils peuvent autoriser une mutuelle pour les anciens combattants de l'AOF. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on trouve dans le dossier les projets de statut qui ont été remaniés de nombreuses fois par D'Acosta. On trouve même une enquête d'un commissaire de police et une lettre avec un avis défavorable du délégué de Rufisque sur la création de la mutuelle. Alors, accepter que des indigènes se regroupent dans une société de secours semble tellement délicat que le gouverneur du Sénégal ne souhaite pas prendre de décision sans l'avis du gouverneur général. Et malheureusement, dans les archives, je n'ai pas pu voir si l'autorisation a été finalement donnée, mais dans la liste que je vous ai présentée tout à l'heure, et notamment des sociétés de secours que j'ai retrouvées pour 1931 par rapport à celle de 1923 de tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé cette société, donc peut-être qu'elle n'a pas été autorisée par l'administration coloniale, ou peut-être pas, puisque évidemment, beaucoup de choses sont passées et certainement beaucoup de mutuelles étaient présentes sans que l'administration soit au courant. Je suis incapable de le dire. Et en fait, dans cette liste de 1931, la plupart des sociétés qui sont identifiées en 1923 dans la liste précédente ont disparu. Ou alors elles ont changé de nom en 1931, je ne sais pas. Ou alors, cette liste que j'ai retrouvée concerne les territoires de la circonscription de Dakar, ne concerne pas celle de la colonie du Sénégal, puisque les deux euh, territoires, je vais raccourcir ainsi, étaient, euh, étaient, euh, étaient différents. Euh, voilà. Et puis notamment dans le congrès de santé publique et de prévoyance sociale, au moment dont j'ai parlé tout à l'heure de l'exposition coloniale de Marseille en 1922, il est clairement indiqué euh, et par l'auteur là que l'intervention de l'administration pour le développement du mouvement mutualiste et social
aux colonies. Donc, c'est également une autre manière pour moi d'expliquer comment l'administration coloniale a essayé de pousser pour ces questions-là sans que ça soit forcément une réussite. Et il y avait évidemment pas forcément de mouvement endogène sur ces enjeux. Donc, vous voyez ici la liste des différentes mutuelles qui, seraient, qui auraient été autorisées en 1931. Je vous raconte une deuxième petite histoire sur les mutuelles avant de terminer. Les mutuelles scolaires. Alors c'est intéressant, je repasse pas sur les mutuelles. Il y avait plusieurs mutuelles scolaires en Côte d'Ivoire, par exemple, mais au Sénégal, en fait, il y a un dossier intéressant à regarder qui concerne les mutuelles scolaires de 1931. Alors en 1931, il y a un inspecteur par intérim, un inspecteur des écoles par intérim qui s'appelle Calvaillarc et qui signale l'existence à Dakar de seulement deux mutuelles scolaires. L'une d'une école qui se trouve à l'avenue Faidherbe, que tout le monde connaît, et de l'autre à la Médina, donc ce quartier populaire. Et alors que dans la circonscription de Dakar, il explique qu'il y aurait déjà 7 écoles de garçons. Il ne parle pas d'école de filles. Je connais pas la situation de l'époque et donc il s'étonne que alors qu'il y ait cette école, il n'y ait que deux mutuelles scolaires. Et l'inspecteur évoque aussi une troisième mutuelle qui devrait voir le jour à Tiaroy, aujourd'hui tristement célèbre. L'existence des mutuelles scolaires est pourtant salutaire, dit-il, dit l'inspecteur, et devrait permettre, je cite, une leçon pratique de solidarité et de prévoyance. Donc on est encore dans l'idée d'éducation des, euh, des indigènes. La mutuelle de l'école de l'avenue Faidherbe a été fondée en 1912, mais elle a été dissoute en 1921, puis ensuite créée de nouveau en 1923. Comme les mutuelles scolaires, ces revenus sont tirés du produit de la vente des légumes, des fruits et des fleurs qui sont cultivés dans le jardin. En juillet 1930, la mutuelle aurait une caisse de plus de presque 3000 francs. Maintenant, si on regarde la mutuelle scolaire de la Médina, elle date, elle, de 1918, mais ses statuts n'ont pas été approuvés par un arrêté au moment de l'écriture du rapport de l'inspecteur en 1931. Donc on voit là une mutuelle scolaire qui existe, mais qui n'est pas signalée à l'administration. Ces problèmes, ces revenus viennent de la vente, là aussi, des produits du jardin. Et ils auraient, eux, beaucoup d'argent, 40 000 francs dans la caisse. Le jardin, dans ce contexte-là, est l'élément central du fonctionnement de ces mutuelles scolaires, où les légumes qui sont mis en culture par les élèves sont vendus au profit de l'achat de vêtements, de l'achat de livres, pour les sociétaires nécessiteux. On n'évoque pas je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais on n'évoque pas dans les documents que j'ai trouvés, consultés, la question de la prise en charge des soins de santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors des deux écoles de Dakar, il nous explique qu'il y aurait 8 autres mutuelles scolaires au Sénégal. Et il cite Louga, Thiès, Tivaouane, Kaolack, Dagana dans le nord, Podor, Ziguinchor et Sédhiou pour le sud du pays. Voilà, donc je voulais vous parler un peu de ces mutuelles scolaires. Et je termine je vais m'écarter un peu du Sénégal, mais je vais terminer par la Côte d'Ivoire parce que il y a un élément assez intéressant qu'on retrouve dans les archives. On est un peu plus tard, là, on est dans les années 35, où il y a un travail important qui est fait et une réflexion qui est lancée par le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Reste, avec deux personnages assez connus, je pense, par des historiens de la région, là, Pierre Lherminier et Paul Bautreau-Roussel, et ils échangent des courriers, ils discutent de la création de ce qu'on pourrait évoquer comme quelque chose d'assez nouveau, de mutuelles qui vont appeler, je cherche en même temps mes notes, des sociétés indigènes d'assistance mutuelle contre la maladie. Et dans la lettre du 1er février 1935, le gouverneur
de l'AOF écrit au ministre des Colonies et évoque l'intention, je cite, de tenter l'essai sur son territoire d'une application en milieu indigène des principes de la mutualité. Ce qui pourrait donc évoquer l'hypothèse que cela n'existait pas. Il y a même une commission qui va être nommée pour établir les principes de création à Dakar d'une société de secours mutuel contre la maladie et qui ferait donc fi de toute l'histoire que je viens de vous raconter et qui ne saurait donc pas que toutes ces sociétés de secours mutuel existaient ou peut-être qu'à l'époque, donc en 1935, elles n'existaient tout simplement plus. Et là, il y a un débat intéressant entre les bureaucrates sur le concept en fait et la nomination, où ils évoquent le fait de faire attention, de ne pas appeler ça des sociétés de prévoyance contre la maladie, au risque d'une confusion avec, à l'époque, ce qu'on appelait les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles. Donc on voit ici la dissociation qu'ils essaient de faire et le terme donc de prévoyance va finalement être retiré. Et donc en Côte d'Ivoire, il y a un débat sur la création, à ma connaissance très nouvelle, de ce qu'on appelle les sociétés indigènes d'assistance mutuelle contre la maladie. C'est très nouveau c'est assez intéressant et donc il y a un certain nombre de débats et c'est dans une réflexion j'oserais dire très très moderne en fait, où on parle de mutuelle à l'échelle de département ou de région. On dit que les gens voudraient garder l'argent au niveau local pour avoir plus de confiance. Et donc ça nous rappelle toutes les situations contemporaines, actuelles en fait, sur les transformations de toutes les peut-être mutuelles communales qu'il y a au Sénégal et ailleurs, en mutuelles départementales et mutuelles de région. En 1935, ou en Côte d'Ivoire, on est déjà dans cette réflexion malheureusement, je n'ai trouvé aucune preuve de la mise en place de ces sociétés de prévoyance de médecine indigène. Je suis pas allé en Côte d'Ivoire, mais les archives de Dakar qui récupèrent également les archives de la Côte d'Ivoire n'en parlent pas. Et donc, même si dans les lettres, a priori, on dit que c'était un succès, je, voilà, j'émets des doutes sur ce succès ou même sur la création de ces, euh, de ces mutuelles et tous les débats qu'il y a eu autour de ces questions-là. Il y a même un arrêté qui est approuvé par Albert Lebrun, qui est le président de la République de l'époque, le 4 septembre, signé également de Georges Mandel, le ministre des colonies. Et dans une note qui a été signée par le gouverneur général Ray, le 14, pardon, janvier 1942, il évoque même le succès, je cite, de ces sociétés de prévoyance médicale indigène. Mais j'ai pas pu aller plus loin dans, dans ces sources. Et je donc termine par un retour sur un ouvrage qui, me semble-t-il, est important, mais qui a été un peu oublié, d'un collègue qui a travaillé sur la protection sociale, notamment au Mali, qui explique ici, vous voyez, toute l'importance de s'interroger sur la continuité, et je reviens donc à mon introduction sur l'autonomie des instruments de politique publique, et il explique comment les politiques sociales coloniales vont directement bénéficier aux catégories sociales que la politique coloniale isole et privilégie et contribue à entretenir cet isolement et ce privilège. Il n'est donc pas étonnant que la sécurité sociale créée dans le prolongement de cette politique sociale ait ce caractère restrictif, voire élitiste, et que cette revendication par l'ensemble de la population n'ait jamais été effective. Ce fait atténue la force de l'argument économique qui explique exclusivement sa faible extension actuelle dans l'étroitesse du salariat. Et on voit très bien dans les pays de la sous-région actuelle tous les défis que ces mutuelles ont à répondre aux besoins de la population. Et je termine ma communication par ces mots. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup Valérie pour cet exposé extrêmement intéressant
Et vous êtes extrêmement méritant d'avoir retrouvé tous ces documents qui nous manquent ici en France pour comprendre toute cette mutualité en période coloniale. J'imagine que le recueil des documents n'a pas dû être facile sur le terrain. Et j'espère que ce genre d'enquête pourra être mené aussi dans d'autres pays africains et autres. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la place aux questions, peut-être avant que d'éventuels questionneurs se manifestent. Vous pouvez bien sûr réagir. Je Oui, peux. voilà. J'ai également beaucoup appris et je pense que les historiens de la mutualité qui sont ici présents pourront dire la même chose et j'en fais partie, bien entendu. Je, je, je peux intervenir. Oui, bien sûr, Michel, vas-y. Attends, on Ben, t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux parler est-ce plus que fort? vous m'entendez Oui, un petit peu plus fort sera mieux. un Voilà. peu plus fort? Alors, j'espère que la technique va marcher. On vous entend bien, Monsieur Defus. Oui, bon, ça va. Oui, tu peux Ça va, vous parler. Tu peux m'entendez? parler. Oui, oui. Oui, alors, d'abord, je veux remercier Valérie parce que tout ça est vraiment absolument passionnant et approfondit très peu de choses qu'on savait sur la question. Bernard Gibault il y a longtemps, été un pionnier dans ce domaine. J'ai suivi, puis Anthony a pris le relais largement. Je voudrais dire quatre choses. D'une part, alors, bien que ça ne concerne pas que la mutualité du Sénégal, je peux mettre à disposition une notice que j'ai faite sur Léonce Gamard, que vous avez cité, et qui était le président de la mutualité coloniale jusqu'à sa mort en 1936. Et alors, il y a peu de choses, je n'ai rien trouvé sur le Sénégal, j'ai trouvé des choses sur l'Algérie. Vers 1900, en 1908, il y aurait environ 25 000 mutualistes en Algérie, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Ça, c'est le premier point. Le second, est-ce que, et c'est vraiment une question que je pose, est-ce que vous pensez que au Sénégal et peut-être ailleurs, les sociétés de secours mutuels sont essentiellement celles des fonctionnaires français et pas des indigènes? Bon, il me semble que c'est vraiment une question qui se pose, c'est-à-dire que il me semble, mais je parle sous votre contrôle, que les sociétés de secours mutuels regroupent essentiellement des fonctionnaires français, enseignants, postiers, etc., mais pas des indigènes. Mais là, je peux évidemment complètement me tromper. Troisième question, vous avez parlé de 1929, et là, on a deux choses. D'une part, vous avez évoqué la mutualité anciens combattants. Tout à fait, effectivement, en France, en tout cas, les anciens combattants transforment largement la mutualité. Il y a quelques 3 millions d'anciens combattants en 1900 à cette époque, donc c'est tout à fait considérable. Et effectivement, on les voit en France s'investir dans ces sociétés de secours mutuels. Est-ce que vous voyez des choses un peu analogues pas au Sénégal? C'est autant de questions que je pose. Et deuxième question, dernière question plutôt, 1929, c'est un an avant les assurances sociales. Alors, je fais très court. On sait qu'en France, la mutualité va très largement bénéficier des assurances sociales jusqu'à la guerre et ensuite. Est-ce que on voit, bien qu'évidemment les choses soient assez différentes, la même chose au Sénégal? Et ça pose aussi le problème de qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire des assurances sociales au Sénégal, en Algérie, dans l'économie, à supposer qu'elles aient un effet. Il me semble qu'il y a déjà longtemps, il y avait une petite étude, mais je ne suis pas arrivé à la retrouver, du comité d'histoire de la sécurité sociale, mais je ne sais pas si on a depuis approfondi cette question. Et il me semble que ce serait tout à fait intéressant de le faire. Et je vous remercie encore pour cette intervention qui est absolument passionnante. Valérie, vous pouvez peut-être répondre Ouais. déjà à cette Euh, intervention. alors, Gamard, oui, avec grand plaisir Voilà, c'est bon. pour lire la thèse sur cette question-là. Alors, j'ai essayé de vraiment fouiller aussi ces différents congrès pour essayer de voir la place de la WEF et avec les grands défis. Mhm. Alors, les rares sociétés de secours mutuelles que j'ai pu trouver,
C'est très difficile de répondre à la question, est-ce que c'était pour des fonctionnaires français ou des indigènes? Mm. Euh, je pense, et vous avez raison, certainement beaucoup plus pour des fonctionnaires français ou des indigènes qui travaillaient dans l'administration coloniale ou qui étaient dans les fameuses quatre communes. Mais alors, les cadres des PTT, les gens des imprimeries, mais pas tout le temps en fait. Il y a parfois j'arrive à trouver j'ai réussi à trouver des noms et il y a beaucoup de noms à consonance ouest-africaine, ce qui veut dire que Ah, c'était aussi pour ces ah, gens-là, mais j'ai pas, c'est pour les dirigeants. Le peu de personnes, de participants de ces mutuelles, je n'ai jamais réussi à trouver la liste. On dit que la mutualité familiale de Dakar créée par le curé était pour les indigènes, mais j'ai pas trouvé. Il y mm, a des noms de, de sociétés de secours qui sont quand même spécifiques. Par exemple, il y a l'Union amicale des indigènes sénégalais. Il y a le Société de secours mutuelle Foula, la Faticoise. Il y a des chances que ces mutuelles-là soient plus pour les indigènes que pour mm, les fonctionnaires français, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et sur les anciens combattants, c'est la seule histoire que j'ai trouvée dans les archives que je vous ai racontée. Et effectivement, bon, ben, vous connaissez aussi le drame de Tiaroy et il y a un enjeu certainement autour de ça, mais j'ai pas pu aller beaucoup plus mm. loin. Et les assurances sociales au Sénégal, là non plus, il se passe rien à cette période-là. Ce Il qui se se passe passe, rien. ce qui est assez, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est finalement de montrer que tous les progrès sociaux dans le système de santé, les systèmes de protection sociale qui ont été réalisés en métropole n'ont jamais été reconduits, Ah, euh, d'accord. jamais été poussés dans les territoires de la OEF et qu'on a totalement ignoré ce processus. Et évidemment, ça n'a rien d'original, ce que je le dis, mais Ah non, quand on mais compare les chiffres sur le mouvement mutualiste de la métropole et ce qui se passe et ce que fait l'administration en Afrique de l'Ouest francophone, on voit bien une, 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 une absence de volonté mm, au mm. mieux de pouvoir faire quelque chose. Et d'où les défis que les collègues ont aujourd'hui dans les pays et la continuité autour de ces enjeux-là. Voilà, je vous remercie pour votre question. Bien, Monsieur Mahaman Moa, je crois que vous souhaitiez prendre la parole. Donc, alors attendez, peut-être que il n'a pas de son. C'est vous Ouais, il qui faut avez. qu'il ouvrir son Oui, micro, monsieur Moir. Oh, oui, Monsieur Moa. Oui, oui. Voilà, j'ai ouvert. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Vraiment, c'est intéressant ce travail que tu as réalisé à Dakar. Moi, je voudrais un peu parler sur ce que je connais un peu sur ces questions de la mutualité pendant la période coloniale. Euh, En fait, l'histoire de la mutualité de manière globale est liée d'abord aux sociétés de prévoyance. Comme tu le disais tout à l'heure, les sociétés de prévoyance initiales, elles s'appelaient sociétés de prévoyance. Et elles étaient là pour la prise en charge des besoins sociaux des cadres coloniaux. C'est après, euh, vers la fin de la période coloniale, que les sociétés de prévoyance indigènes ont été créées. Les, euh, les sociétés de prévoyance ont été. Mon père a travaillé euh, à la société de prévoyance, était un cadre de la société de prévoyance indigène, la première société de prévoyance indigène. Et c'est c'est- c'est- c'est essentiellement lié à l'agriculture. C'est essentiellement lié, pour les indigènes, c'est essentiellement lié à la constitution de greniers de réserve, comme on les appelle, et à la distribution des denrées alimentaires pendant les périodes de sécheresse. Mais elles avaient un petit volet pour prendre les cas les malades indigents. Mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Pour prendre en charge les malades qui sont employés de l'administration coloniale.
Au Niger, c'est seulement en 1963 que la première société de prévoyance a été créée et elle a été dirigée par mon père, en 62, par mon père et qui est arrivé, qui, ils étaient trois personnes qui ont été en France faire des études à l'école du mouvement mutualiste, du mouvement mutualiste. Voilà ce que un peu je connais à travers les récits que j'ai eus avec mes parents, mais aussi avec les quelques éléments que j'ai récoltés dans les archives quand je faisais une autre recherche sur les médecins russes. Voilà, merci. Merci, monsieur, pour ce témoignage. Vous vouliez réagir, Valérie? Non, juste merci Moha, et une pensée à ton papa. Mais effectivement, au Sénégal, le lien avec les sociétés de prévoyance agricole, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, mais la santé était vraiment pas leur priorité et pas leur sujet en fait. Il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions-là et j'ai pas mal fouillé et j'ai rien trouvé de manière très probante sur ces questions-là, même si, comme je le disais, le Baol et le Ciné Saloum sont des régions centrales au Sénégal sur ces questions-là, mais la question de la santé n'était n'était pas du tout prévue, et y compris sur... alors, il y a c'est un autre débat, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais bon, il y avait l'assistance médicale pour les indigènes, l'AMI qui a été très présente, et ce que j'ai aussi appris, je ne peux pas dire découvert, mais en tout cas moi j'ai découvert de ma part, c'est qu'en fait on taxait les indigènes pour financer l'AMI. Et c'est assez hallucinant en fait. Oui. C'est que il y avait évidemment les taxes habituelles de capitation en général, mais il y a eu un certain nombre d'années où il y a eu un budget spécial au Sénégal où on a taxé de manière spécifique les indigènes pour financer l'AMI, auquel évidemment ils avaient quasiment pas droit puisque il y avait assez peu de médecins et de protection sociale pour ces personnes-là. Donc on a rajouté cette taxe qui ensuite a été intégrée. Et il y a assez peu de travaux aussi sur cette taxe de l'AMI. Je crois qu'il y a une thèse qui a été soutenue par je crois que c'est une Américaine il n'y a pas longtemps qui va faire un bouquin bientôt où elle en parle un peu, mais voilà, elle a pas trop développé ces questions. Voilà, c'est un autre sujet, mais on est encore dans ces enjeux de taxes, d'AMI. Et le Niger est assez connu aussi pour ça, puisque dans les années 90, les Américains ont testé pour la première fois, à ma connaissance, une taxe dans le district de Boboy, une taxe pour financer la santé, mais qui a été abandonnée après. Mais c'était la première fois depuis cette période-là que ça avait été testé. Merci. Jamila Leilatou souhaite poser une question ou intervenir. Oui, je souhaite poser une question. Alors, d'abord, merci pour cette présentation qui a été très édifiante pour moi. Aujourd'hui, la couverture universelle en santé est visée par bon nombre de pays africains. Et certains ont compris qu'ils ne pouvaient pas passer par les mutualités notamment. Alors, quel est selon vous le modèle alternatif aux mutuelles qui est le plus efficace pour atteindre cette couverture universelle en santé, notamment en Afrique de l'Ouest? Voilà. Merci. Voilà, c'est une question à 1000 francs, diraient les historiens, à 1000 euros, diraient les jeunes qui écoutent la radio, mais je pense que les collègues historiens de la protection sociale seront mieux à même de répondre, mais on a un vrai enjeu de la manière dont dans les, les organisations internationales aujourd'hui qui sont très ancrées dans les approches libérales, sinon néolibérales de la santé, ont poussé pour ces mutuelles communautaires des années 80-90, en faisant fi du rôle de l'État et en essayant de mettre de côté l'État sur ces enjeux-là, et en disant également que ces mutuelles sont pour le secteur informel, et la citation de Voirin était un exemple. Et aujourd'hui, il est temps de faire marche arrière, mais avec tous les défis qu'on a, d'État qui accorde encore une très faible priorité à la santé, qui a peu d'argent, et toute l'histoire du mouvement mutualiste européen, je dirais, belge et français,
nous explique que c'est dans une autre direction qu'on devrait aller. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si on recule dans l'histoire, on voit bien que, y compris la coopération française de l'époque, n'a pas tiré des leçons de sa propre histoire et a continué à pousser ces mutuelles communautaires. Hein. La France a financé, et même encore très récemment, l'Agence française de développement, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, a encore financé des projets de mutuelles de santé au Mali en 2020, avec ces petites mutuelles communautaires. Donc on voit qu'on a encore du mal à mettre en place des, 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 des systèmes qui tiennent compte de ces histoires. Mais bon, les historiens des épidémies ont pleuré quand ils ont vu la manière dont nos gouvernements ont réagi à la pandémie de Covid sur l'histoire des pandémies. Et c'est la même chose, je dirais, pour les mutuelles. Et on espère que les jeunes comme toi, Jamila, pourront faire changer nos gouvernements de fusil d'épaule. Merci. Pas d'autres questions? Donc, Je voudrais prendre. oui, Oui. Valérie, je voulais te demander oui. par rapport à tes premiers éléments de recherche sur les sociétés de mutuelles de santé au Sénégal. Est-ce que tu as des éléments sur la place des femmes dans ces sociétés? Ouais, j'ai des éléments complètement vides et la question est dans aucune archive j'ai trouvé la place des femmes évidemment dans tous les organes de gouvernance et de documentation. Elles sont totalement absentes. J'ai trouvé par contre quelques éléments sur les mutuelles maternelles, mais assez peu en fait. Je l'expliquais sur les dates des premières mutuelles maternelles que j'ai réussi à trouver, mais dans le reste, bon, comme en toute logique, hein, les femmes sont absentes de ce contexte, et sur les mutuelles, je suis incapable de dire si les femmes pouvaient aussi être adhérentes ou participantes comme, comme je le disais, voilà. Donc voilà. Autant j'ai trouvé beaucoup alors sur un autre sujet, mais bon, j'ai travaillé ces dernières années aussi sur la manière dont les hôpitaux fonctionnaient et dont on demandait aux gens de payer et la manière dont les patients étaient pris en charge, etc. Autant dans ces données-là, il y a des stats sur la répartition homme-femme, par exemple, dans les prises en charge des hôpitaux, des choses comme ça, mais autant sur les mutuelles, j'ai vraiment rien trouvé, quoi. Juste une dernière question. Dans ta présentation, j'ai le sentiment qu'il y a quand même pas mal de mutuelles qui seraient d'origine, alors c'est pas péjoratif dans ma bouche, indigène, dans l'intitulé de la liste que tu as faite de certaines mutuelles. Ouais, bah là encore, la plupart des rapports ou des articles que j'ai lus quand même confirment l'origine coloniale et administrative de toutes les mutuelles, en fait. D'accord. Après, est-ce que le nom des mutuelles est une manière de dire ça vous concerne aussi un petit peu? Ou est-ce que, tu vois, ça, je sais pas non plus, mais bon, il y a quand même partout une démonstration que le mouvement mutualiste était aussi, participait aussi à l'entreprise coloniale, n'a pas perduré, contrairement par exemple à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur qui est une institution coloniale à part entière et qui, lui, a perduré avec beaucoup d'efficacité. On voit que pour les mutuelles, là, zéro efficacité et aucune pérennité sur ce mouvement autour de ces questions-là. Donc, il y a certainement aussi un enjeu autour de comparaison sur ces questions. Et donc, oui, je pense que la plupart du temps, et c'est vraiment assez clair pour tout le monde, l'origine administrative et coloniale des mutuelles et avec les défis que je donnais sur les combattants, en même temps, ces anciens combattants étaient peut-être moins compris comme des indigènes que des gens du village, quoi, tu vois, puisque c'était quand même des tirailleurs et donc ils étaient quand même, malgré tout, certainement plus proches des, de l'administration que les autres. D'accord. Alors, Juste une petite dernière question. Après, je vous embête plus. oui, Est-ce non, que c'est parce t'as... qu'il y a il y a beaucoup de questions en fait. Ah, autant pour moi, bah, je Mais laisse ma place. tu as Alors, le il n'y a droit pas de encore souci. à une question, vas-y. D'accord. Juste, Valérie, je vais te demander si dans le développement des mutuelles, est-ce qu'il y a eu des fois des freins locaux, culturels, qui auraient
entre guillemets, limiter le développement des mutuelles? Peut-être en lien avec la religion, par exemple, ou ils auraient d'autres systèmes de prévoyance traditionnels? Ouais, alors ça, c'est un sujet central, en fait. Et on revient à, enfin, on revient, non, on revient pas, on se relie au culturalisme pratique de la santé publique de Didier Fassin. Et évidemment, à cette époque, la bureaucratie coloniale en rajoute en permanence, y compris en Afrique du Nord. Hein. Sur la Tunisie, j'avais trouvé des choses, et sur l'Algérie, et tu le sais mieux que moi, mais en AOF aussi, on est sans arrêt en train de dire culturellement, les gens sont pas prêts, oui, etc., etc. Donc il y a un discours culturaliste permanent de la part des archives coloniales sur l'incapacité des indigènes à aller ensemble, à travailler ensemble, à cotiser ensemble. Voilà, il y a ce discours permanent. Malheureusement, on n'a pas le discours opposé et des personnes, puisque j'ai essayé aussi de trouver des gens encore en vie, mais il y a plus personne de cette période, et évidemment, il n'y a pas d'écrit et même, ni même de photos ou de films sur ces enjeux-là. Donc, contrecarrer le culturalisme de de l'administration coloniale est impossible. Mais c'est un discours permanent et qu'on voit encore aujourd'hui dans l'aide publique au développement sur l'incapacité des autres à faire face à ces enjeux-là. Et c'est en permanence le même discours, en fait. Mais oui, c'est une question très importante. Ce discours, on l'entend aussi dans l'administration française au XIXe siècle, à l'encontre, par exemple, des populations rurales. Ouais, ça, c'est intéressant, bien sûr. Donc, alors, Je peux poser une question? voilà, deux personnes ont levé la main. Ensuite, je crois qu'il y a Michel. Donc, Ibrahima, dans l'ordre. Oui, Ibra- merci beaucoup. Oui, Merci allez. beaucoup. Merci beaucoup au prof Valérie pour cette présentation qui a vraiment retracé le mouvement mutualiste, ou en tout cas la mise en place des mutuelles de santé depuis la période datant de l'avant-indépendance. Donc, je pense qu'il y a une idée. L'idée de cette mutualisation et du partage de risques a émergé depuis des années. Depuis des années. C'est ce qu'on retrouve actuellement, mais peut-être dans une autre manière. Bon, ma question portait plus sur est-ce que vous avez eu durant cette recherche à trouver des programmes spécifiques d'allocation familiale, comme c'est le cas actuellement de la bourse de sécurité familiale durant l'époque précoloniale? Merci. Ouais, merci, Ibrahima. Bonne question. Alors, c'était pas le sujet de ma présentation, mais dans un autre chapitre du livre que je suis en train de rédiger sur toutes ces questions-là, j'ai aussi retracé ces enjeux de primes qui sont, c'est un peu connu quand même, mais il n'y a pas tant d'écrit que ça, mais on a déjà, alors évidemment, à l'époque de la peste, on donnait des primes aux gens à chaque fois qu'ils apportaient un rat, en fait. Et on voit aussi là l'histoire culturaliste où on voit aussi des indigènes qui disent, mais moi, je vais pas apporter les rats parce que si j'en capture et que vous me donnez une prime, après, vous allez venir détruire ma maison, en fait. Et c'est assez classique. Et donc, il y avait aussi toute une politique de protection sociale sur les primes données notamment dans les politiques de naissance, en fait, de natalité, où le niveau de natalité était faible à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de primes. Alors aujourd'hui, on appellerait ça des primes à la performance dans le jargon de la Banque mondiale. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait des concours faits pour le plus beau bébé noir. Il y avait des primes données à la maman lorsque l'enfant était capable, vivait à plus de 3 mois. Donc il y avait tout un processus de primes, y compris qui était donné aux matrones lorsqu'elles accompagnaient les femmes auprès d'une accoucheuse. Voilà. Donc il y a toute une économie politique de l'idéologie, de la prime et de la performance du côté des populations, mais en même temps aussi du côté de l'administration coloniale hein, qui recevait plein de primes, évidemment, les fameuses primes de dépaysement, les fameuses primes de mission, et j'ai même retrouvé des lettres où l'administration se plaint de ces médecins qui partent toujours en brousse pour aller toucher des per diem. Et on est dans la période coloniale, on n'est pas aujourd'hui dans la période de l'aide au développement. Et donc il y a déjà ces questions-là qui pourrissent la vie aujourd'hui
du système d'aide au développement. C'est assez intéressant. Donc, on est déjà sur ces questions-là. Et il y a même une lettre d'un médecin de Louga, je pense, ouais, même de Matam ou de Poix-d'Or, qui se plaint parce qu'il n'a pas les ressources pour donner la prime en 1000 qu'il doit donner à la maman quand elle a réussi à ce que l'enfant doit survivre. Donc lui, il dit, mais vous m'avez donné l'ordre de donner des primes sous forme de TIN 2000, mais j'ai pas les ressources et vous me donnez pas les ressources, donc ça n'a pas de sens. Et dans le même sens, je suis en train de travailler aussi sur le centre de transfusion sanguine fédéral de Dakar des années 50. Et là encore, alors qu'en France, on est en train d'interdire, il y a une grande bataille sur la rémunération des donneurs de sang. Au Sénégal, on continue de payer et de rémunérer les donneurs de sang et le directeur se plaint lui aussi de son budget. Donc oui, ces enjeux-là sont assez intéressants. François? Oui, merci beaucoup. Merci Valérie pour tous ces éléments passionnants. Moi, je voulais te demander s'il y avait, tu avais, par rapport à la question des mutuelles, notamment en milieu rural, des enjeux, enfin, une vision sur la couverture, sur l'offre de soins qui était disponible ou accessible aux populations et l'articulation entre justement, bon, sans rentrer dans un prisme culturaliste comme tu le rappelles bien, mais entre la médecine traditionnelle et et la diffusion ou l'accès à la médecine moderne auquel on peut peut-être raccrocher les mutuelles. Enfin, je ne sais pas si c'est une hypothèse valable ou pas, mais qu'est-ce que ça signifie? Dans certains contextes, moi j'ai pu lire des travaux historiques, en fait, il y avait pratiquement pas de couverture d'offres de soins euh, au Niger, par exemple. Il y avait, je sais plus, il y avait un médecin, enfin Jean-Pierre Olivier de Sardan raconte ça à l'époque coloniale, qui était en milieu rural juste avant les années 60. Enfin voilà, je sais pas si ces éléments-là apportent, irriguent un peu ta réflexion sur ces enjeux des mutuelles. Merci. Ouais, non, mais la question est aussi importante. Alors, j'ai pas trouvé, dans ce que j'ai consulté, de lien avec la médecine traditionnelle dans ce contexte-là. Dans d'autres contextes, alors sur les enjeux de paiement des soins, j'ai trouvé pas mal de choses autour de ça, où l'idée est parfois de donner la gratuité à un grand marabout du coin pour soigner son hernie à l'hôpital, et comme ça après il va pouvoir dire aux gens du village, eh ben, regarde, la médecine moderne c'est pas mal, vous pouvez aussi aller vous opérer. Donc là, il y a des enjeux sur ces questions-là, mais sur les mutuelles, il y a vraiment très très peu de choses, et ces questions de relation entre l'offre et la demande, pour parler avec des termes modernes, n'est n'est quasiment jamais fait. J'ai trouvé aucune archive des mutuelles en tant que telles, en fait. Et je ne sais pas si elles existent et où je pourrais les trouver, mais les seules archives que j'ai, c'est les archives de l'administration qui discourt de l'autorisation ou qui fait des statistiques sur l'existence des mutuelles. Mais les archives des mutuelles en tant que telles, est-ce qu'elles ont vraiment remboursé? Est-ce qu'elles ont vraiment payé? J'ai aucune idée, à part ces quelques rapports là sur les mutuelles scolaires et avec le budget. Mais autant l'administration coloniale était assez pointilleuse sur ses budgets et ses ressources, et là, je me suis bien amusé sur les enjeux financiers, autant sur ces questions-là, je ne sais pas, même dans les budgets des hôpitaux que j'ai pu consulter sur toute cette période, où souvent, comme les hôpitaux sont payés en partie par les budgets coloniaux ou les budgets territoriaux, on voit l'origine des budgets. Par exemple, l'hôpital principal de Dakar reçoit des gens qui viennent de partout, de tous les territoires, et après, ils vont chercher de l'argent au Niger, en Guinée, pour se faire payer sur les budgets. Et dans cette liste des budgets, des fois, il y a des dizaines de sources, et les mutuelles sont jamais citées. Donc, je pense que le phénomène était tellement faible, concernait tellement peu de personnes. On parle de quelques centaines de personnes au Sénégal, on parle de 4000 personnes sur 8 territoires, que finalement le lien avec l'offre n'a pas n'a pas d'existence archivistique, je dirais. Voilà. Donc, et puis cette question de médecine traditionnelle, pareil, je l'ai pas vu dans les documents.
Et Oui, voilà, je pense pardon. qu'on est sur un épiphénomène. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Même si on peut en écrire des pages et des pages, mais bon, on est fort pour écrire des pages sur des épiphénomènes. On est payé pour ça. D'un point de vue très pratique, comment tout cela est-il financé? Est-ce que les membres participants paient des cotisations régulières? C'est établi comment? Ouais, il y avait alors c'était très, très proche de ce qui se passait évidemment en France, hein, et de la manière dont les gens devaient payer. Donc il y avait des cotisations, il y avait des droits, ensuite qui étaient ouverts. Il y avait même, si je me souviens, des enjeux sur les médicaments où certaines mutuelles pouvaient avoir des ristournes sur certains médicaments. Donc oui, c'était vraiment, je pense, très copié-collé de la manière dont les sociétés de secours mutuels fonctionnaient en France. Alors, il y a une question de Muriel Killende. Je ne sais pas si vous êtes là, vous pourriez peut-être la poser Ouais. directement, mais c'est en tout cas dans le chat. Le besoin de création des mutuelles évolue-t-il en parallèle avec l'organisation administrative progressive des colonies? Alors je dirais non en fait, parce que comme je viens de le dire, en fait, voilà, je pense que c'est vraiment un épiphénomène. Ça concerne si peu de personnes. Euh, euh, c'est pas une priorité d'après ce que je comprends. C'est vraiment centré, encore comme aujourd'hui, sur la construction des hôpitaux et la formation des médecins. On est très très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui les soins de santé primaire. Même la médecine rurale et l'AMI sont assez délaissés. Donc on est encore toujours dans cette santé hospitalo-centrée en permanence et ces questions de travailler sur la demande et donc sur les mutuelles n'intéressent pas vraiment l'organisation administrative coloniale et elle est effectivement, pour répondre à la question de Muriel, très très en place et très bien organisée, mais pas du tout par rapport et pas du tout, c'est pas du tout le cas pour les mutuelles, contrairement à ce qui se passe en France et contrairement même le congrès colonial et cette fédération là qui a été créée et qui a duré quelques dizaines d'années et qui est morte en 31, je pense, ou 29, je sais plus. Voilà, elle survit pas beaucoup voilà, la fédération de la mutualité coloniale a arrêté de fonctionner en 1930 en fait, donc voilà, c'est pas aller beaucoup plus loin quoi. Michel? On remarque, Gamard meurt en 36, mais effectivement, la Fédération de la mutualité coloniale disparaît quelques années avant. En 1937, lors de l'exposition internationale, la mutualité fait une grosse présentation de toutes ses œuvres dans les différentes professions, etc. Il n'y a pas un mot sur la mutualité coloniale. Pas un mot sur la mutualité coloniale. Et troisième question, mais j'imagine la réponse, les mutualités maternelles se développent à la veille de la Grande Guerre, probablement en partie du moins inspirées par le Parti radical, par l'idéologie CDRiste. Elles perdent leur élan à la fin des années 20 et je pense que les assurances sociales ne les arrangent pas. J'imagine qu'il doit y avoir un décalage. Vous avez évoqué les mutualités maternelles au Sénégal. Est-ce qu'on peut essayer de faire un rapprochement entre tous ces éléments? Écoutez, je l'ai vu mentionner une seule fois, j'ai rien vu d'autre là-dessus, j'ai quand même Ouais. pas mal fouillé, je pense. Donc voilà, moi, mon hypothèse, c'est qu'effectivement, à partir au milieu des années, au milieu des années 30, l'enjeu des mutuelles disparaît en fait et même les discussions que j'ai trouvées sur la Côte d'Ivoire, c'est peut-être juste du discours colonial dans les archives et que sur le terrain, il y a jamais rien eu. Euh, et que tout ça disparaît dans la nature et qu'on continue de le développer de manière centrale en métropole et que dans les territoires, c'est complètement oublié et qu'on revient à, alors, évidemment, sur le côté santé, à la médecine et la lutte contre les épidémies, mais sur le côté social, comme tout le temps, en fait, et comme encore aujourd'hui, le côté social est complètement indigent et il n'y a plus de budget et pas trop de personnes, donc ça intéresse pas grand monde. Et donc, ces questions des mutuelles est oubliée et finalement, on ne revient
que dans les années 70, 80, Oui, à enfin, l'aune de cette coopération au développement qui vient essayer de pousser ces questions-là. J'ai pas encore eu le temps d'aller fouiller les archives du BIT, mais je suis pas sûr que ça soit. J'ai eu quelques rapports du BIT, mais il n'y a pas grand-chose non plus, donc je suis pas sûr que le. Et de toute façon, le BIT est dans cette approche des mutuelles et cette fragmentation. Oui, voilà, je pense que voilà, j'ai plutôt cette hypothèse que vous avez sur la disparition de tout ça entre la fin des années 30 et les années 70, quoi. merci. Oui, par ailleurs, le développement de la mutualité maternelle en France à la fin du 19e siècle, il est quand même dans un contexte de politique nataliste et de préparation finalement à en découdre avec l'Allemagne, qui peut-être est un enjeu probablement différent dans les colonies. Ouais, mais on aurait Jean-Marc? pu penser, Oui, on pardon. aurait pu penser, Patricia, que, que la France fasse la même chose dans ses politiques natalistes, Mm. dans les territoires. Oui, on peut aussi le penser, oui, Ouais. bien sûr. Voilà, au lieu de chercher à donner des primes aux mamans et à faire des concours du plus beau bébé noir, on Ouais, aurait pu dire que, bah voilà, on aurait pu faire quelque chose avec bien cette sûr. mutualité maternelle qui a disparu. En fait, personne n'a jamais parlé de ça. En fait, j'ai jamais rien trouvé là-dessus. Même dans les écrits contemporains, en fait. Ouais. En tout cas, en Et on, France, en et on France, y revient peut-être. aujourd'hui, en fait. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez des programmes de développement qui vont donner des subventions aux mutuelles actuelles pour faire en sorte que les mamans adhèrent, que les femmes enceintes adhèrent aux mutuelles, en fait. Donc, il y a des processus payés par la Banque mondiale, entre autres, qui Ouais. vont dire aux mutuelles, pour chaque femme enceinte qui vient chez vous, je vais vous donner une subvention de plusieurs dizaines de milliers de francs. Et en échange, vous allez pouvoir. Et donc, certaines mutuelles disent OK, mais nous, on a peur, donc on demande à la maman d'adhérer, mais d'amener trois, quatre personnes en plus. Donc, ça Ouais. augmente le prix des mutuelles. Vous voyez, donc on revient à cette histoire et voilà, c'est intéressant. En tout cas, ça avait été un outil important de la lutte contre la mortalité infantile et relativement efficace quand même, avec l'instauration du congé maternité. Jean-Marc Goudet, vous aviez souhaité prendre la parole? Oui, merci Valérie. J'avais une question en histoire des sciences. Comment tu expliques le fait qu'on ait oublié cette histoire? Donc, puisque tu dis qu'on rappelait la date de 70-80 pour l'apparition des mutuelles, je trouve ça intéressant qu'on ait oublié alors que l'histoire est pas si ancienne en réalité. Et quel était en fait le régime, si tu dis que ça contenait, en fait c'était pour très peu de personnes, des centaines de personnes, quelques milliers de personnes, concernant les fonctionnaires et les colons, quel était leur régime de protection? Merci. Alors, sur l'oubli de l'histoire, peut-être deux hypothèses. D'un côté, les historiens de la santé sur le Sénégal se sont concentrés sur des sujets qui sont plus prégnants, plus importants et qui touchent la société et qui touchent ce qui se passe, les maladies, les hôpitaux, les professionnels de la santé, les épidémies. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travaux en fait sur ces questions-là même contrairement aux autres pays de la sous-région, hein, l'histoire au Sénégal est vraiment très, très présente. Et comme les mutuelles de santé c'est un épiphénomène, ça n'a pas à attirer les personnes. Même cette question budgétaire dont j'ai parlé, ces enjeux de financement de la santé n'a pas attiré les foules, en fait. Et bon, en même temps, je peux comprendre parce que c'est pas vraiment passionnant. Il y a peut-être que moi qui s'est passionné à regarder ces tableaux de dépenses des hôpitaux coloniaux, mais voilà, donc chacun son petit délire. Et donc, voilà, ça c'est du côté des historiens de la santé. Maintenant, du côté des historiens de la protection sociale, il reste très très rare, y compris en France. Et les quelques-uns sont là, il y en a pas beaucoup. Tous les travaux des collègues là, Michel, Patricia et compagnie, ont toujours dit que, y compris en France, la recherche sur la protection sociale et les mutuelles était sous-exploitée. Donc évidemment, sur les enjeux des territoires colonisés encore plus et ça voilà c'est encore très 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 spécifique sur ces questions. Maintenant sur le régime de protection,
En fait, les fonctionnaires, si je comprends bien, les fonctionnaires coloniaux, qu'ils soient militaires ou civils, avaient un accès quasi gratuit aux hôpitaux, en fait, et aux soins. Donc, quand ils étaient malades, ils allaient se soigner à l'hôpital la plupart du temps, puisque l'aide médicale pour les indigènes était plutôt en milieu rural et plutôt pour les indigènes et plutôt pour la lutte contre les épidémies, mais les rares fonctionnaires coloniaux, qu'ils soient civils ou militaires, allaient à l'hôpital, civils ou militaires. Donc à Dakar, il y avait plusieurs hôpitaux, mais il y avait un hôpital spécifique pour les indigènes. Et ces hôpitaux ensuite se faisaient rembourser par les budgets dans lesquels ces fonctionnaires étaient affectés pour les journées d'hospitalisation de ces fonctionnaires. Et donc, par exemple, un fonctionnaire X va à l'hôpital 10 jours, donc l'hôpital sait qu'il a le droit de se faire rembourser par le budget de la colonie de l'affectation de ce fonctionnaire, 10 jours multipliés par X, et il y a une série, une bureaucratie assez hallucinante pendant des décennies pour calculer, et encore aujourd'hui, calculer ce X, combien coûte le prix d'une journée avec un gradient social, racial et raciste du remboursement des soins entre les indigènes, entre différents types d'indigènes, entre D'accord. différents types de militaires. Intéressant. Et tout est comme ça en fait, et avec y compris dans les hôpitaux des salles qui sont différentes, des soins qui sont différents, même pour le don du sang en fait. J'ai retrouvé dans le don du sang la ration qu'on va donner au donneur de sang à la fin de son don du sang. La ration est différente entre les indigènes et les colons. Les deux avaient droit à du tabac. Les deux avaient droit de la cola, ce qui est assez surprenant, puisque même le colon donc avait le droit à la cola. Mais évidemment, il y en a un qui avait, encore dans cette question de culturalisme, il y en a un qui avait du riz avec du poisson, puis l'autre, il avait de la viande. Et... Bon, bref, donc tout était évidemment comme ça. Et je comprends aussi les historiens de ces périodes qui veulent pas trop rentrer dedans, parce que c'est assez vite désespérant de la nature. Et de la manière, quand tu vois que même pour ces enjeux-là, on était dans ces questions-là, c'est assez hallucinant. Avec tout un régime aussi de paiement alors, il y avait une partie des hôpitaux qui acceptaient aussi que les gens puissent se soigner directement en payant eux-mêmes les soins. Ils appelaient ça des PALF, particuliers à leurs frais. Et ces PALF payaient directement les soins, et le prix qu'on demandait à ces gens-là, là aussi, était hiérarchique en fonction des catégories d'hospitalisation. Et évidemment, plus vous alliez dans les catégories élevées, plus il y avait proportionnellement de personnes qui payaient elles-mêmes les soins, et avec évidemment des soins très différents. Et évidemment, les médecins coloniaux, militaires et civils, y compris les militaires, avaient des petites primes et des ristournes sur ces soins. Et comme aujourd'hui, dans les hôpitaux universitaires français, où les praticiens hospitaliers se partagent des petites primes sur leurs actes, à l'époque aussi, il y avait des primes, et on retrouve dans les archives des listes avec les nominatifs des médecins et des primes qu'ils récupéraient et du partage qui se faisait entre eux et entre l'administration coloniale. Quand ils allaient soigner pour eux-mêmes dans l'hôpital, ils donnaient un pourcentage à l'hôpital, ils gardaient l'autre pourcentage, et après on voyait aussi, même les médecins africains avaient droit à ça. Et on voit aussi par exemple au Côte d'Ivoire qu'il y a des médecins qui sont contents d'être dans les zones rurales proches des ports, parce que dans les ports, vous avez les bateaux où les bateaux ont l'obligation légale de faire des visites médicales de tous les marins, et évidemment, ça ramène des primes. Et d'un seul coup, vous voyez dans les grilles le médecin qui est au fin fond de la brousse, mais il est dans un port, et les crewmen, ils appellent ça, il gagne beaucoup d'argent parce qu'il est là-bas. Voilà, c'est un autre sujet, je rentre pas dans le détail, mais voilà, ça donne un intérêt sur ces questions. Donc, pour répondre à la question de Jean-Marc sur les régimes de prise en charge. Tout cela est très intéressant. On apprend beaucoup de choses désespérantes, mais il n'y a pas que l'histoire qui est désespérante actuellement. Non, c'est ça.
Sur un autre sujet, puisque nous sommes dans l'économie sociale, est-ce que dans des sociétés dites indigènes, est-ce que les participants ont un droit de regard? Est-ce qu'ils participent effectivement? Est-ce qu'il y a une forme, non, peut-être pas d'autogestion, mais de cogestion en tout cas? Voilà, ou est-ce que tout ça est complètement encadré? Bonne question. Alors, je suis en train de faire un petit chapitre avec des collègues là, sénégalais sur la place de la société civile dans les mutuelles, en fait. Hmm. Et on essaye de regarder sur la longue période historique de ces périodes, de cette période-là jusqu'à aujourd'hui, sur la manière dont ça se passe sur pour cette population et cette participation. Et c'est un vrai défi un peu partout. C'est que il y a une espèce de difficulté, j'allais dire d'aporie en fait, entre donner de la place à la société civile, mais en même temps vouloir plus de rôle de l'État, parce qu'il n'y a que par l'État que ça peut fonctionner, mais en même temps vous avez besoin de la société civile pour construire ces mutuelles. Et donc on n'arrive pas à réconcilier ces deux champs et ça devient assez compliqué. Donc à l'époque, comme on le voit et c'est le seul exemple que j'ai trouvé hein, de, de résistance de l'administration coloniale à l'organisation de cette mutuelle des anciens combattants. Euh, il y avait un autre exemple que j'avais trouvé, mais à chaque fois, en fait, il y a des tonnes de lettres et le fait qu'on va demander un commissaire de police avant de pouvoir créer une mutuelle, ça en dit long sur ce qui se passait, en fait. Et j'ai même retrouvé, y compris on parlait tout à l'heure de la gratuité des soins, y compris sur des personnes indigentes, pas indigènes, mais indigentes, qui voulaient et qui devaient avoir la gratuité des soins. Il y a toute une procédure bureaucratique, y compris de police, qui va vérifier que cette personne est vraiment pauvre et à qui on peut vraiment donner les soins gratuits. Bon, c'est un délire total. Donc, il y a vraiment la difficulté à laisser la place à la population dans ces soins. Et en même temps, on sait et c'est le même problème aujourd'hui, hein, et on pourrait en discuter, mais c'est pas l'occasion, mais euh, euh, de, on a besoin que l'État soit là pour que ça marche. Donc en même temps, voilà, c'est toujours le même problème dans toutes nos sociétés. S'il n'y a pas d'autres questions, bon, une remarque. Donc, dans tout ce que vous dites, là, on voit bien que dans ces mutuelles dites coloniales, la frontière entre assistance et prévoyance est complètement poreuse. Ce qui n'est pas le cas dans les mutuelles métropolitaines. Dans une mutuelle française du 19e siècle ou de la première partie du 20e siècle, les indigents n'ont absolument pas accès à la mutualité, hein. Donc, ils relèvent de dispositifs d'assistance. Ouais, Voilà. mais, non, alors je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai pas trouvé de mention de la place des indigents dans les mutuelles indigènes. Hmm, Et je pense on est du même ordre que ce que tu décris, hein. d'accord, C'est que il y a d'accord. vraiment dans les hôpitaux une politique spécifique pour la prise en charge des indigents et même l'administration, et encore aujourd'hui en fait, mais l'administration a du mal et se trompe tout le temps entre indigents et indigènes. Et même dans les documents, on voit des gens qui vont rayer à la main et non, non, mais il y a un T, non, mais à eux, ils sont perdus en fait et ils n'y arrivent pas. Et donc il y a tout un processus financé par les budgets et souvent c'est les budgets locaux en fait qui vont payer. Et j'ai réussi à reconstituer sur certains hôpitaux la place des financements spécifiques pour les indigents dans les hôpitaux et qui est comme aujourd'hui complètement indigente, enfin les jeux de mots, et qu'on a complètement oublié. Donc on a vraiment effectivement, deux processus complètement parallèles et différents d'assistance sociale et de protection sociale, qui encore aujourd'hui, en fait, il y a quelques expériences. Le Mali, par exemple, actuellement, a une politique où elle essaye de faire en sorte que les indigents soient intégrés directement dans les mutuelles de santé. C'est une politique particulière via l'Agence nationale de l'assurance maladie, mais voilà. Et ils ont décidé, par exemple, à l'échelle du pays, il y a 5% de la population qui est indigente. Et donc, il y a une agence nationale qui reçoit des subsides de l'État et qui va permettre aux gens d'adhérer. Et le Sénégal, c'est la même chose. Toutes les personnes qui sont qualifiées d'indigentes
devraient, ça a changé depuis quelques mois, mais devraient être affiliés à une mutuelle de santé et 100% de la cotisation pour ces personnes-là est payée par l'État à la mutuelle, une subvention, de manière à ce que les indigents puissent être mutualistes. Et ça, c'est la politique nationale entièrement financée par l'État. Mais comme au Niger, je vois plus le collègue Mourad du Niger, mais comme au Niger, l'État a 2, 3, 4 ans de retard et quelques milliards de retard. Et donc, les mutuelles du Sénégal ont arrêté d'intégrer les indigents dans leurs mutuelles, puisque l'État ne jouait pas son rôle de subventionnement de l'adhésion gratuite pour eux. Voilà, D'accord. mais là, on est en 2020, on est plus en 1920. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Alors François nous signale un travail historique dans le chat. Ouais. Oui, non, je sais pas si, parce qu'on a parlé de Tiaroy, du massacre de Tiaroy, mais en regardant les travaux de Armelle Mabon, donc elle est assistante sociale, et elle a fait un travail historique. Tu parlais tout à l'heure des assistantes sociales, je sais pas du tout ce que ça renseigne, je le connais pas, hein. Mais c'était au cas où si tu le connaissais. Et bon, tu fais le grand saut des années 30 aux années 80, mais je sais pas si ce qui s'est passé au moment des indépendances, notamment dans le volet animation féminine, renseigne d'autres façons de construire le dispositif d'accès aux soins et de santé, bon, plutôt à l'échelle locale et rurale. En tout cas, c'était un peu le sentiment des expériences que on avait pu recenser au Niger, mais il y a eu au Sénégal aussi un volet d'animation féminine, mais je ne sais pas du tout ce qu'il a produit, ce qu'il en reste. Ouais, je vais regarder. J'avais essayé de regarder aussi toutes les archives enfin toutes les archives de la Fédération des mutuelles de France, mais en fait, il y a rien, quoi. Il y a 2 dossiers d'une demi-page et bon, j'ai rien trouvé, en fait. Il y a certainement eu du conseil technique sur des choses comme ça, mais je sais pas. La FNMF, enfin la Fédération nationale de la mutualité française, me semble-t-il, s'est pas mal impliquée, notamment pour le développement du mutualisme au Mali dans les années 80, Bien sûr. 90. Au Sénégal également, il y avait un centre de santé à Rufisque, justement, je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai un peu regardé sur Internet, j'ai pas trouvé de traces. Et je ne sais pas du tout où en est la politique de la FNMF actuellement à l'égard de cette coopération. Bien, eh bien écoutez, vraiment c'était vraiment très très intéressant et on espère que vous allez pouvoir continuer à trouver de nouvelles sources et à les défricher et peut-être à nous en rendre compte. Moi, j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses ce soir. Je pense que je ne suis pas la seule. Michel, tu n'avais pas encore quelque chose à dire? Non, non, non. Non, Voilà, d'accord. voilà. Voilà, donc c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir tous pour discuter de tout cela. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Merci à Merci Valérie. tous. beaucoup. Et de lire Valérie prochainement. Oui, oui, en On a plus, bien bien sûr. entendu. On ne sait pas quand, mais Bien sûr, Très il y a bien. une publication prévue apparemment. Oui, le livre est en formatage aux éditions du Sciences du bien commun et le livre sera en accès libre et gratuit. Donc, je ne Magnifique. gagnerai pas d'argent avec le livre, évidemment. Donc, je vous enverrai l'information dès qu'il va sortir. Oui, Ah oui, oui. Merci. merci un beaucoup, grand avec merci. plaisir. Merci Bonne beaucoup. Merci. soirée. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Valérie, allez. Merci, Sarah. Valérie, Merci. il faut commencer à vendre le livre là au Sénégal, hein. Non, non, je ne veux pas le vendre, je vais te le donner. Voilà. Allez, dites des choses contentes d'apprendre aujourd'hui, hein. Merci à tous. Au revoir.